Décidément, je vous induis en tentation. Déjà, je vous avais prédit qu'un jour vous écririez un Jésus. Non, sans blague, il y aurait quelque chose d'autre à dire que tout ce qui traîne sur le général. Lettre du 6 août 1996. Et si vous faisiez un De Gaulle, vous au moins ne le trahiriez pas. Lettre du 20 novembre 1996. Votre pèlerinage à Colombey, votre parallèle De Gaulle-Mitterrand. Vous savez qu'il y a là le script, voyez, je m'y mets, de tout un livre? Vous devez nous donner un De Gaulle. Et je sais des gens qui l'aimeront. Ce parallèle. De longs frais purs et durs. Tout ce que vous dites est fulgurant. Vos formules. Vous en auriez pour 2 mois à coucher ça sur le papier. Le père J reverrait ça en 24 heures pour virer les fautes de frappe, et ce serait parti. Sans blague, faites ça. En ce moment, j'écris sous le portrait du général. Le regard n'est pas plus commode qu'il ne faut. Nous sommes heureux de l'avoir dans notre vie, pour reprendre une formule de vous. PS, je suis bien d'accord avec vous. Toute la fine équipe actuellement aux affaires ressemble à De Gaulle, comme Tapi au Poverello d'Assise. Et je suis également dans les mêmes dispositions que vous quant à l'homme du ressentiment. J'avais beaucoup pratiqué Scheller du temps où j'étais philosophe. Le ressentiment explique tant et tant de conduites, désirs, rancœurs. Oublions ces gens-là. Rappelez-vous, un De Gaulle. Pour le Jésus, attendez, en revanche. Lettre du 24 novembre 1996. Songez à mon De Gaulle. Ça ne sera pas un panégyrique. Une vision, un œil neuf, regardant le vieux, en quelque sorte. Vu la petite histoire panthéonesque pour le pauvre Malraux, je n'aime pas ça. Il est récupéré par tout le monde. J'aime mieux, ça m'est arrivé plusieurs fois, me recueillir à Colombey. Lettre du 23 août 1997. Dites voir, vous devriez quand même faire un De Gaulle. Ce serait le moment. Ceux qui usurpent le nom de gaulliste sont dans l'opposition pour au moins 20 ans, et votre bouquin remettrait le vieux dans la mémoire des jeunes. Songez-y. Lettre du 15 décembre 1997. Heureusement que vous allez à l'étranger. Ça change un peu de l'Hexagone, pour lequel De Gaulle s'est cassé le... Un mot rayé, nul, comme chez le notaire. En vain. Si, j'ai rencontré la semaine passée des gaullistes de stricte observance qui forment un club et ils voulaient m'avoir à leur déjeuner. Un ancien ministre du général, le président de l'ex-cour de sûreté de l'État, etc. Le plus drôle est que nous avons bien rigolé. Ils ne sont pas chiraciens pour un sou. Lettre du 11 février 1998. Votre futur De Gaulle. Tapez-vous aussi les mémoires d'outre-tombe, in extenso SVP. Et secouez-moi tout ça dans un shaker où vous auriez mis 90% dons frais. Ce que je serais content de lire ça avant de rejoindre le vieux, comme nous l'appelions avec mon chef de mission. C'est pur la France! Voilà enfin ce livre. J'avais souhaité l'écrire et le publier dans ces années-là chez mon éditeur d'alors. Je m'en étais ouvert à la personne qui s'occupait de moi. Je voulais écrire sur le gaullisme de gauche. Il avait refusé ce projet avec cet argument. Le gaullisme, ça pue de la gueule. Il y aura bien sûr aussi le Jésus, promis. Ces 2 ouvrages sont dédiés à la mémoire de mon vieux maître. Apologue. Les vertiges du nihilisme. De Gaulle. Il vaut mieux partir 5 ans trop tôt qu'1 minute trop tard. Alain Perfit. C'était De Gaulle. 1. Quand j'ai décidé de me rendre sur les traces du général De Gaulle en Irlande, j'ignorais bien sûr que ce séjour se trouverait placé sous le signe de la tempête Ciara. Ce fut shakespearien à souhait, comme en écho au dernier voyage d'un roi lyre congédié par l'ingratitude de son peuple. La tempête qui ravageait l'Europe secoua l'avion à son départ de Paris. Elle l'empêcha à 2 reprises de se poser sur l'aéroport de Cork. L'appareil se déplaçait dans un champ de trous d'air. Quand il tombait dans un vide, c'était pour regrimper aussitôt. Dans le gris de cet espace sans haut ni bas, sans droite ni gauche,
ballottés et perdus dans des nuages gris ou noirs qui s'effilochaient parfois, nous avons tourné quelque temps au-dessus du Kerry. En bas, quand on pouvait regarder par un trou de lumière creusé dans les cumulonimbus, l'écume abondante sur la crête des vagues disait la force de la tempête. Quelque part au-dessous de moi, je savais qu'il y avait cette plage de Derrynane sur laquelle des voleurs de photos ont immortalisé le souverain déchu, son épouse et son aide de camp, l'amiral Floïc, qui m'a honoré de son amitié pendant plusieurs années. Je venais mettre mes pas dans les leurs. L'hôtel dans lequel le général a passé 2 semaines, Heron Grove, est aujourd'hui une maison privée. Impossible donc d'y loger. Il y a bien le parc Nasilla, mais c'est un hôtel de luxe avec golf. De Gaulle l'a écarté pour lui préférer une modeste pension. En revanche, la meute des journalistes logeait dans ce grand complexe hôtelier. Je séjourne à Sneem, dans un hôtel kitsch qui doit dater des années 1970. Vue magnifique sur les couleurs de cette saison d'hiver et sur la mer, qui ici prend la forme d'un bras d'une eau bleu-noir qui entre et ressort au gré des marées dans les déchirures de pierre. La géologie est celle du début du monde. Aucun signe de civilisation, des montagnes qui accrochent les lumières, de la tourbe, qui est la mémoire tellurique du pays, des végétations austères, secouées par le vent dont les rafales atteignent alors les 160 km/h. Le vent projette la pluie horizontalement sur la fenêtre, elle cingle. La nuit, cette tempête se cherche un passage dans une anfractuosité de la fenêtre, elle hurle comme un chien à la mort. Le souffle pousse le rideau qui semble respirer tel un fantôme, l'un de ceux qui parsèment le théâtre de Shakespeare. Je songe alors à Prospero, qui, dans la tempête, prononce ces vers fameux « Nous sommes de l'étoffe dont les songes sont faits. Notre petite vie est au creux d'un sommeil. Un sommeil qui tombe d'un coup et emporte ma vie le temps d'un rêve. » Le lendemain, la lumière est éclatante, mais elle se fraye un passage dans les répits laissés par la pluie, pas par le vent contre lequel il faut lutter pour marcher. Habillé comme un Terre-Neuva, j'avance en chancelant sous une pluie qui frappe le visage, telle une pelote d'aiguilles lancée à pleine vitesse par un dieu païen. La température est basse. Personne n'est dehors. Le village semble abandonné. Les façades des maisons sont peintes en couleurs vives, rouge, bleu, jaune, vert. Tout est d'une propreté incroyable. Pas un seul panneau publicitaire. Aucun sac poubelle abandonné dans la rue, crevé, déchiqueté par un animal. Nulle poubelle en attente de vidage. Parfois passe une voiture, lentement. Pas d'énervement, pas d'énervé. Un petit pont de pierre enjambe un cours d'eau qui bouillonne. La politesse fait la loi des conducteurs. Dans un pub chauffé au charbon, on sert des plats qui racontent une histoire. Je découvre que la chowder, que j'avais tant appréciée à Boston aux États-Unis, est en fait une soupe de poissons et de fruits de mer que les Irlandais, chassés par la famine au XIXe siècle et attirés par le rêve américain, avaient emporté avec eux. Les gens qui entrent dans le pub transient, mangent en silence et se réchauffent l'âme, donc le corps, avec une Guinness et des plats millénaires. Sur la plage du village, un monument commémoratif en schiste veiné d'or rappelle en français la présence du général dans ce village en juin 1969. En ce moment grave de ma longue vie, j'ai trouvé ici ce que je cherchais, être en face de moi-même. L'Irlande me l'a offert, de la façon la plus délicate, la plus amicale. Et cette date, loin d'être neutre, 18 juin 1969. Un médaillon de bronze avec son profil, son nom et ses dates surmonte ce texte prononcé lors d'un dîner officiel en présence du président Eamon de Valera. Ces mots constituent le toast porté au grand homme irlandais. Il n'est plus président de la République française, il s'autorise donc une parole privée. 2. Que De Gaulle confesse qu'à cette période de sa vie, il se trouve dans un moment grave, nul n'en disconvient. Cet homme, qui fut plusieurs fois blessé au combat lors de la Première Guerre mondiale, puis fait prisonnier,
Cet homme qui a sauvé l'honneur de la France après l'armistice. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.